Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Jonathan Daval. C'est l'histoire d'un mariage qui finit dans la violence et dans le sang. Pourtant, quand Jonathan Daval est venu devant les caméras de télévision pleurer son épouse sauvagement assassinée, il a ému la France entière. Et puis, certains ont noté que c'était quand même étrange, cet homme qui arrive en conférence de presse, impeccablement apprêté, avec toujours la même expression figée sur le visage. Beaucoup pensaient qu'il essayait de retenir ses larmes. En fait, il tentait de les faire couler. Car après plusieurs mois d'une incroyable enquête, il finit par craquer. Oui, c'est bien lui qui a tué sa jeune épouse, Alexia. Pourquoi ? La réponse dans cette nouvelle enquête de Chronique criminelle. En Franche-Comté, Grès-la-Ville est une petite commune célèbre surtout pour les toits de son hôtel de ville et pour sa basilique. C'est une bourgade tranquille de 5000 habitants où tout le monde ou presque se connaît. C'est une petite ville entre Dijon et Besançon qui a un patrimoine culturel. Didier Faure, directeur du journal L'Est républicain de Haute-Saône. Les gens se connaissent, il y a des familles qui sont là depuis longtemps. Tout le monde est allé à l'école ensemble Jean-François Fernandez, journaliste à France Bleu. À travers les associations, etc., tout le monde est imbriqué et il y a un lien très de proximité. C'est là qu'habitent Alexia, 29 ans, et Jonathan Daval, 34 ans. Ils se sont mariés en 2015, mais ils se connaissent depuis l'adolescence. Avec Jonathan, ils se sont connus quand ils étaient tout jeunes. Ils ont vécu pendant 10 ans à peu près ensemble et ils ont décidé de se marier. Après leur mariage, le couple s'installe dans la maison des grands-parents d'Alexia, qu'ils rénovent. C'est une façon d'aider ce jeune couple à démarrer d'une certaine manière dans la vie. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. La famille d'Alexia, via ses grands-parents, offre un toit à Jonathan. Et d'une certaine manière, ça prouve qu'ils ont considéré immédiatement Jonathan, non pas comme leur beau-fils, mais j'allais dire presque comme leur fils. Jonathan est technicien de maintenance dans une entreprise informatique. Alexia, elle, se rêvait institutrice, mais finalement, elle est devenue conseillère de clientèle dans une banque de Besançon, à 50 km de là. Ils sont heureux, amoureux, et en plus, ils ont une passion commune, la course à pied. Chaque semaine, ils parcourent ensemble les bords de la Saône pour de longs footings. Une vie en apparence tranquille donc. Jusqu'à ce samedi 28 octobre 2017. Ce matin-là, Jonathan est inquiet. Exceptionnellement, il n'est pas allé courir avec sa femme, et cela fait bientôt 2 heures qu'elle est partie. Son épouse n'est pas rentrée de son jogging. Elle est partie à 9h du matin. Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire. Donc, 45 minutes de course, elle doit rentrer vers 10h, 10h15, au maximum si elle a marché un peu. Elle devrait être rentrée, elle court d'ordinaire une 40aine de minutes. Jonathan est d'autant plus inquiet que ce matin, il n'a aucun moyen de la contacter. Il lui est impossible de joindre Alexia, tout simplement parce qu'Alexia ne prend pas son téléphone portable quand elle court. Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval. Donc, il ne sait absolument pas où elle est. Et c'était le défaut d'ailleurs de partir sans le téléphone. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des applications sur les téléphones pour voir le rythme, etc., le parcours. Elle ne l'utilisait pas. Et il voit passer un peu les quarts d'heure et trouve qu'il y a quelque chose qui est anormal. Jean-Marc Florent, ancien avocat de la famille d'Alexia Daval. Il craint qu'elle ait eu un accident, tout simplement, qu'il lui soit arrivé quelque chose. Il vérifie un peu à droite à gauche. Peut-être la jeune femme est-elle allée en ville. Alors, Jonathan arpente le petit bourg à la recherche d'Alexia, mais aucune trace. Dernier espoir, les parents d'Alexia. La famille est très unie, la jeune femme avait d'ailleurs prévenu qu'elle passerait les voir. Mais ce matin, eux aussi l'attendent.
Elle avait, avant de partir, envoyé un SMS à sa sœur qui ne vit pas dans la région. Willy Graff, journaliste au journal L'Est républicain. Mais qui était là justement pour les vacances, une semaine, et qui logeait chez les parents d'Alexia, qui sont également originaires de cette petite ville. Elle devait mettre plus de temps que d'habitude, puisqu'elle voulait passer voir sa sœur en faisant un détour à l'occasion de son jogging. Donc, qu'elle ait du retard ne posait aucune difficulté, c'était même logique. Mais là, on n'était plus dans l'ordre du retard, et puis surtout, personne n'a vu Alexia. En tout état de cause, à 12h30, elle aurait dû être rentrée depuis longtemps. Le temps passe et toujours pas de nouvelles. Alexia a maintenant disparu depuis près de 3 heures. Cette fois, la situation est vraiment très inquiétante. Alors Jonathan décide de donner l'alerte. Il s'inquiète et il se rend auprès des services de gendarmerie pour signaler la disparition de son époux. Sur place, il informe les gendarmes que sa femme est partie faire son jogging vers 9h15. Il en donne une description précise. Elle est blonde, elle a 29 ans, elle fait 1m70. Elle a des baskets roses, un bas noir, un sweatshirt rouge et des lunettes rouges. Il donne tous les détails qui permettent d'identifier ou de retrouver le plus rapidement possible son épouse. Les gendarmes écoutent Jonathan avec attention. Il faut dire qu'ils connaissent bien la famille. D'ailleurs, dans le village, tout le monde connaît les parents d'Alexia. Les parents d'Alexia sont des gens très connus et reconnus dans la région de Gray. D'abord, ils ont un commerce qui est incontournable à Gray. C'est un bar-restaurant PMU, très fréquenté. Dans une petite ville, les tabacs, un bar-restaurant, c'est un point de rencontre. Hein. C'est un lien social très important, plus la ville est petite. Et la maman d'Alexia a cette particularité qu'elle est aussi conseillère municipale, donc très investie dans la vie des concitoyens de Gray. Tout le monde connaît Alexia, qui est une fille du pays. Les gendarmes prennent immédiatement l'affaire très au sérieux. Pas question de perdre du temps. Et ils vont en avertir le procureur de la République de la Haute-Saône, Emmanuel Dupic, tout de suite également. Dans d'autres départements, on aurait dit à monsieur Daval, écoutez, monsieur, votre femme est majeure, elle a 1 heure de retard, c'est pas quand même très inquiétant, vous êtes peut-être disputés, moi j'en sais rien, enfin c'est souvent le dialogue. Et rentrez chez vous, puis on en reparlera lundi. Sauf qu'ici, dans cette petite ville où tout le monde connaît Alexia, les gendarmes comprennent que la situation est très inquiétante. Et ils réagissent immédiatement. C'est le début d'une enquête hors norme dont les multiples rebondissements vont bouleverser la France. Les enquêteurs commencent par dresser le portrait de la jeune femme. Ils recherchent dans sa vie, dans sa personnalité, un indice qui pourrait les mettre sur une piste. Alexia Daval, tout de suite, est ressentie, et d'abord par les gendarmes, comme étant une jeune femme parfaitement normale, parfaitement intégrée dans la société, avec une vie, j'allais dire, très lisse, très... On est dans la norme, hein. C'est une jeune femme ordinaire, alors ordinaire n'étant pas péjoratif, naturellement. Elle a sa famille et sa belle famille à Gray, elle est très proche de ses parents, très proche de sa sœur qui est enseignante en région parisienne, et du mari de celle-ci. Elle a une vie tout à fait rangée. Son sourire et son tempérament chaleureux font d'Alexia une conseillère très appréciée dans la banque où elle travaille. Et sa passion pour le sport est connue de tous. Elle est très sportive, quelqu'un de très motivé, notamment la course à pied. Mais c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie importante, qui fait attention à ce qu'elle mange, à ce qu'elle boit, à son poids. Cette vie si parfaite aurait-elle fait des envieux? C'est en tout cas une des questions que se posent les gendarmes. C'est un jeune couple qui est quand même plutôt en vue. Ils ont une vie ordinaire sans l'être, parce qu'ils réussissent, ils travaillent. C'est pas si ordinaire que ça aujourd'hui. Ils ont une belle maison, ils sont beaux. Disons que ça peut susciter aussi beaucoup de jalousie. Dès le début de l'après-midi, ce samedi 28 octobre, quelques heures seulement après le signalement de sa disparition, les gendarmes se lancent sur la piste d'Alexia. Et ils commencent par retracer le parcours supposé de la joggeuse ce matin-là. La première chose qu'ils font, ils vont sur le parcours qu'elle est censée avoir fait. Jean-François Fernandez,
journaliste à France Bleu. Avec des chiens pour essayer de trouver sa trace. Elle a un parcours qui est très établi parce que c'est son parcours préféré. Didier Faure, directeur du journal L'Est républicain de Haute-Saône. Elle part de son domicile de Gré-la-Ville, elle va jusqu'au village de Montoche. Les chiens sentent la trace d'Alexia. Les chiens de la gendarmerie nationale partent du domicile d'Alexia Daval situé sur les hauteurs de Gré-la-Ville. Puis ils suivent la trace de la joggeuse le long de la zone résidentielle bordée de pavillons. Quelques centaines de mètres plus loin, les chiens repèrent son odeur sur la rue qui mène à la départementale 39. On est au bord de la route, les chiens bloquent à cet endroit-là, à 2 reprises. La piste se poursuit encore sur une centaine de mètres, puis soudain, les chiens perdent sa trace. C'est donc là qu'Alexia aurait disparu. Les heures passent et toujours aucune trace d'Alexia. Les enquêteurs envisagent toutes les hypothèses. Celle de la fugue d'abord, mais il ne leur faut pas longtemps pour comprendre que cette piste n'est pas crédible. On n'est pas du tout sur un profil de personnes anxieuses ou de personnes dépressives ou de personnes qui auraient menacé d'eux. Ce qui ressort, c'est encore une fois cette espèce de normalité. C'est une jeune femme qui est bien dans sa vie, bien dans sa peau, qui n'a pas particulièrement de problèmes, ou en tout cas qui sont pas exprimés, qui sont pas connus, qui sont pas sus. Il n'y avait pas de soucis a priori latents. Elle n'a pas laissé de messages laissant penser qu'il y avait quelque chose. Elle est partie sans téléphone, il n'y avait pas de portefeuille, il n'y avait pas de papier, rien, en tenue de footing. Ça semble incohérent pour quelqu'un qui voudrait faire une fugue. Les gendarmes pensent alors à un éventuel accident pendant son jogging le long des petites routes. Cela s'est déjà vu. Ça peut être effectivement un accident de circulation. Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval. Une jeune femme renversée avec un conducteur qui panique et qui dissimule le corps. Elle a peut-être été emmenée dans un hôpital ou chez les pompiers. Jean-Marc Florent, ancien avocat de la famille d'Alexia Daval. Les vérifications sont faites et ça donne rien parce que c'est simple, il y a un grand hôpital à Vesoul, donc une fois qu'on a passé 3 coups de fil, c'est oui, c'est non, et là c'est non. Ça aurait pu être également un accident de chasse puisqu'on a très vite su que le samedi après-midi, dans la zone, se tenait une partie de chasse. Willy Graff, journaliste au journal L'Est républicain. Les enquêteurs ne ferment aucune hypothèse. Pourquoi ne pas imaginer un accident de chasse, quelqu'un qui panique, qui, de manière irrationnelle, se dit « je vais me débarrasser du corps et je vais essayer de passer entre les gouttes ». Tout était possible encore. Pas de fugue, pas d'accident de la circulation, ni d'accident de chasse. Méthodiquement, les enquêteurs explorent toutes les pistes les unes après les autres. Mais le temps presse, car un élément les interpelle, le comportement des chiens de la brigade cynophile. Soit ils ont été perturbés par des odeurs plus anciennes, soit c'est beaucoup plus inquiétant. Si le chien arrive à trouver la trace et que d'un seul coup, elle s'évapore, on peut imaginer qu'elle peut être montée dans une voiture ou quelque chose comme ça. Et qu'elle a donc été ou abordée ou accostée, peut-être par quelqu'un qu'elle connaissait, parce que sinon on la voit mal partir avec quelqu'un qu'elle connaît pas, ça va de soi. Ou est-ce qu'on l'a forcée ? Voilà. Après, tous les scénarios, là, à ce moment, restent encore à écrire. On est forcément dans l'hypothèse où elle a été enlevée, séquestrée. Enlèvement et séquestration. Pour les enquêteurs, la disparition d'Alexia change de registre. Il s'agit maintenant d'une affaire criminelle. Alors, dès le samedi après-midi, quelques heures seulement après la disparition de la jeune femme, le procureur de la République ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Et lui non plus ne veut pas perdre de temps. Il mobilise aussitôt tous les hommes et tous les moyens à sa disposition pour retrouver Alexia. On bloque les routes de la région. On se dit voilà, elle a disparu vers 9-10 heures ce matin. Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire.
On va mettre des points de contrôle assez éloignés, sur des grands axes. On appelle l'hélicoptère de la gendarmerie, qui va commencer à sillonner tout le secteur, à commencer par la Saône, puisqu'elle est censée avoir couru sur le bord de Saône entre Gré-la-Ville et Mentoche. Il y a une trentaine de militaires déjà qui sont sur place, et puis il y a la famille qui cherche. Progressivement, il y aura aussi des hommes grenouilles pour sonder un certain nombre de points d'eau. Et puis, ils vont faire appel aux volontaires pour organiser des battues, parce que les gendarmes sont pas assez nombreux pour ratisser une zone rurale et en partie très boisée. Il faut aller très vite, parce qu'il y a des chances que si elle a été enlevée, elle soit vivante. Voilà. Les gendarmes poursuivent leurs recherches jusqu'à la tombée de la nuit, sans succès. Alexia Daval reste introuvable. À Grès, l'émotion est grande, et dès le lendemain, le dimanche, les médias locaux relaient l'appel à témoins lancé par les enquêteurs. Tous les habitants de la ville se retrouvent pour aider les gendarmes à rechercher Alexia, l'enfant du pays. Il va y avoir une mobilisation très importante, alors aussi bien sûr grâce à l'aide des médias, où tout de suite énormément de gens à Grès se sont concernés parce que on apprécie la famille d'Alexia, on apprécie Jonathan, on apprécie Alexia aussi. Votre présence n'est pas inutile, car aujourd'hui nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour être sûr qu'aucun détail ne nous aura échappé. On se retrouve sur les bords de Saône, on se gare tous, et là, par vagues, tout le monde va dans les champs, dans les petits chemins, et on ratisse vraiment l'endroit où elle était censée être passée. Il y a beaucoup de gens qui par solidarité, par compassion immédiate, sont arrivés pour contribuer aux battues. Voilà. C'est une petite ville qui fait corps. Tous pensent qu'elle est quelque part. Elle est quelque part, elle est vivante. Il faut faire très vite pour la retrouver. Dès le matin, d'ailleurs, sur le terrain, on croise des gens déjà. Il y a déjà du monde qui cherche, qui regarde dans les fourrés. On cherche la moindre chose qui pourrait nous paraître suspecte. Donc un t-shirt rouge, des baskets rouges, un short. Malgré l'angoisse qui les ronge, les proches d'Alexia sont là, eux aussi, et tous participent activement aux recherches, à commencer par Jonathan, son mari. Dès le dimanche après-midi, il y a une battue massive avec 200 personnes qui se déploient sur le terrain, sur plusieurs secteurs. Il y a à nouveau l'hélicoptère qui vient. La famille est là, sur place, à côté des plongeurs. Aux côtés des enquêteurs, les parents d'Alexia, malgré l'inquiétude, gardent encore l'espoir. J'attends juste qu'il me la retrouve en saine et sauve, en vie. Isabelle Fouillot, mère d'Alexia Daval. On a besoin d'elle. Si quelqu'un a des nouvelles, qu'il nous le fasse savoir au plus vite, qu'ils alertent la gendarmerie, parce que on voudrait que ça aille vite. On trouve le temps très très long. Il y a vraiment l'espoir. Elle a été enlevée, mais à aucun moment, quand on fait la battue, on pense une fin tragique où on refuse de l'admettre. Toute la journée, jusqu'à la tombée de la nuit, les gendarmes restent mobilisés. Comme la population, ils veulent encore y croire, mais ils n'ont toujours aucun indice, aucune piste. Une inquiétude grandissante et rien. Rien. Et le sentiment qu'on va aller vers le pire. Le lundi 30 octobre 2017, à peine 48 heures après la disparition d'Alexia, la nouvelle fait maintenant la une des journaux. C'est désormais toute la France qui veut retrouver la jolie banquière. L'affaire, elle va prendre une dimension nationale parce que c'est encore une joggeuse qui disparaît, parce que ça nous rappelle beaucoup d'autres histoires qui ont commencé comme ça. Une joggeuse a disparu. Donc, toute la presse nationale arrive là-bas, les télévisions, les radios, les journalistes. Face à ce drame, l'émotion grandit. Une nouvelle battue est organisée autour de la ville. Et ce sont alors plus de 400 personnes qui recherchent Alexia aux côtés des gendarmes. La gendarmerie encadre tout ça. Didier Faure, directeur du journal L'Est républicain de Haute-Saône. Met en place plusieurs secteurs, 5 secteurs d'ailleurs, sur toute la ville, sur la périphérie. Il faut trouver Alexia.
Pendant des heures, gendarmes et bénévoles scrutent les sous-bois, les moindres sentiers, les moindres buissons. Rien n'est laissé au hasard. Cela fait déjà 2 jours que la jeune femme a disparu, et c'est sans doute l'abattue de la dernière chance. Quand soudain, en fin d'après-midi, le procureur de la République convoque les médias. Un corps a été retrouvé. C'est le corps d'un individu, homme ou femme, plutôt jeune. Emmanuel Dupic, procureur de la République de Vesoul. Qui est fortement dégradé, puisqu'il semblerait qu'effectivement la personne qui l'a amené l'a brûlé. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert désormais une enquête pour assassinat. Dans l'après-midi, en fait, pendant qu'on est en train de faire l'abattu, Jean-François Fernandez, journaliste à France Bleu. il y a des gendarmes qui vont explorer un bois, et là, ils trouvent un corps calciné. Des jeunes gendarmes finissent par apercevoir effectivement des branchages qui ne semblent pas être là naturellement. Ils soulèvent les branchages, ils découvrent des traces de feu et un cadavre en partie carbonisé. On ne sait pas encore si c'est bien celui d'Alexia, mais il y a de fortes probabilités. Le corps est découvert à plus de 2 kilomètres de Gré-la-Ville, en dehors du parcours habituel de la joggeuse. Mais personne ne doute de l'identité de la victime. Et 2 jours plus tard, la nouvelle tombe. Cette annonce, ou plutôt cette confirmation, le corps découvert avant-hier en Haute-Saône est bien celui d'Alexia Daval. Les analyses ADN ont permis de l'identifier. Dans la région, l'émotion est immense, et tous se demandent qui a bien pu se livrer à un meurtre aussi sauvage. Et là, tout de suite, il y a une partie de la population qui a peur. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disent, mais va y avoir la rentrée après les vacances de la Toussaint. Mais moi, mes enfants, je les laisse pas aller à l'école, je les laisse pas aller jusqu'au bus de la maison à pied. J'ai vu des jeunes filles qui ne voulaient plus sortir de chez elles. Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval. Même pas aller chercher le pain. On peut pas empêcher dans la petite communauté qu'est Gré, et ensuite dans le département, de se dire, mais... Jean-Marc Florent, ancien avocat de la famille d'Alexia Daval. Si le gars a fait ça, il peut peut-être recommencer demain. Il y a quand même un assassin dehors, qui est venu frapper là, et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où il est. Donc effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a aussi beaucoup de colère. Il y a une colère. Cette jeune femme, cette jeune gréloise, elle est morte. Elle a été assassinée sauvagement. On a essayé de faire disparaître son corps d'une façon quand même extrêmement inquiétante. Tandis que l'enquête se poursuit, la famille d'Alexia, de son côté, tente de surmonter sa douleur. 3 jours après la découverte du corps, ses parents et son mari, Jonathan, se présentent devant les caméras. Nous avons décidé... Isabelle Fouillot, mère d'Alexia Daval. De rendre hommage à Alexia par l'organisation d'une marche blanche qui aura lieu ce dimanche 5 novembre dans la dignité et le respect. Et là, la France entière va découvrir ce masque de douleur. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Celui de l'époux éploré. Il sera tellement d'ailleurs accablé qu'on ne l'entendra pas le son de sa voix lors de cette première conférence de presse. Il est totalement abattu et il laisse les parents de sa femme disparue s'exprimer à sa place. Je tiens à vous remercier de ce que vous avez fait et de ce que vous ferez enfin. Merci. L'image de la conférence de presse est saisissante parce qu'on a des parents qui tiennent debout malgré tout, qui s'expriment, dont on sent quand même une souffrance énorme. Et puis on a Jonathan qui est complètement écrasé par la douleur.
et qui, s'il n'est pas soutenu, va tomber. Le visage grimaçant pour retenir ses larmes, déformé par le chagrin, Jonathan, réconforté par son beau-père, émeut toute la France. Dans l'esprit de tous, la jeune femme a été assassinée par un pervers pendant son footing. Alors le samedi suivant, une centaine de joggeurs se rassemblent à Gré-la-Ville en hommage à Alexia. Et Jonathan est là, parmi eux. On est toutes touchées parce que finalement, on nous attaque dans ce qu'on fait pour nous détendre, comme elle le faisait. Elle courait combien de fois par semaine, Alexia? Une fois? Une fois, suivant le temps. Suivant le temps, mais quand même. Une manifestation spontanée en mémoire d'Alexia qui se propagera dans toute la France. Il y a des courses qui se sont organisées un peu partout. Il y a des gens qui ont commencé à courir pour Alexia Daval. Il y a des hommages qui sont venus de partout. Les réseaux sociaux jouent à plein. La compassion pour le destin tragique d'Alexia, elle est à son comble. Le dimanche 5 novembre, c'est une foule immense de près de 10 000 personnes, une rose à la main, qui se rassemblent pour rendre hommage à Alexia. En tête du cortège, la famille de la jeune femme et son mari Jonathan, tous unis dans le chagrin. La procession avance en silence. Chacun dépose une fleur au pied du commerce tenu par les parents. À tour de rôle, les proches prennent la parole pour évoquer la mémoire d'Alexia. Vous faites d'Alexia un symbole fort, celui de la liberté de chaque femme de pratiquer la course, de vivre tout simplement. Donc, continuez à courir, à nager, à vous entraîner. C'est ce que ma fille voudrait. Puis Jonathan s'avance à son tour. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force de notre couple nous faisait nous dépasser, dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement. Et l'on voit à cette occasion une famille qui reste extrêmement unie, presque comme un bloc qui fait face alors qu'elle est terriblement affectée. La mobilisation nationale est telle que les gendarmes sont sous pression. Mais l'enquête s'annonce difficile. Une semaine après la disparition d'Alexia, ils font face à de très nombreuses zones d'ombre. À commencer par les circonstances exactes de la mort d'Alexia. Est-elle morte là où on l'a trouvée ou est-elle morte ailleurs? Ça, c'est quand même une question fondamentale. Il y a de fortes chances qu'Alexia ne soit pas morte là où on l'a retrouvée. On a un crime qui est peut-être organisé en deux temps. D'abord la disparition d'Alexia. Willy Graff, journaliste au journal L'Est républicain. Peut-être même à l'endroit où les chiens marquent, entre le chemin de halage et la rue où elle court d'habitude. Et puis ensuite, la tentative de disparition du corps. En fait, les gendarmes de la section de recherche s'interrogent sur une hypothèse. Est-ce que l'assassin n'aurait pas, dans un premier temps, éliminé ou supprimé Alexia, qu'ils auraient ensuite transporté peut-être dans un véhicule et qu'ils auraient ensuite, dans un deuxième temps, déposé le corps qu'on a retrouvé dans un sous-bois. Une hypothèse confortée par les premières analyses de la scène de crime. Les scientifiques sont formels. Le corps a bien été déplacé. La médecine légale peut permettre de savoir si le corps a été transporté. Benjamin Guérard, secrétaire général du syndicat national du personnel de la police scientifique. Puisqu'il va y avoir des positions ou des marques qui vont se fixer sur le corps au moment du décès et dans les heures qui suivent. Et lorsque le corps est déplacé, ces marques ne sont plus cohérentes avec la position dans laquelle on le retrouve. On a toutes les raisons de penser que le corps d'Alexia ou Alexia
a été transportée jusqu'ici en voiture. Un autre élément interpelle les enquêteurs, le lieu où a été découvert le corps à demi calciné d'Alexia. Un endroit très spécial. Cet endroit, il est tellement retiré que c'est forcément quelqu'un qui le connaît. On peut difficilement imaginer que quelqu'un soit tombé par hasard sur cet endroit pour aller cacher le corps. En clair, pour les enquêteurs, ça veut dire que le meurtrier est probablement quelqu'un du coin et peut-être même qu'il habite la commune. Ces premières constatations permettent aux gendarmes de commencer à esquisser le profil du tueur. Par ailleurs, la scène de crime leur révèle une information capitale. Le meurtrier a cherché à brûler le corps. Une des premières raisons pour lesquelles on va brûler un corps, c'est pour empêcher de l'identifier. La deuxième raison, ça va être pour essayer d'effacer les traces qu'on aurait pu laisser dessus. Les gens sont éduqués. Aujourd'hui, ils savent très bien qu'il existe l'ADN, les empreintes, qu'on peut retrouver un bout de peau, un cheveu, un simple cheveu. Ça permet de résoudre une enquête criminelle. Et on sait très bien que la seule solution pour faire disparaître des preuves, des traces, c'est le feu. Mais les gendarmes, eux, le savent. Faire disparaître un corps en y mettant le feu, c'est difficile. Une chose que le meurtrier, lui, visiblement, ignorait. Pour faire disparaître un corps, Jean-Marc Florent, ancien avocat de la famille d'Alexia Daval. il faut des quantités de carburant considérables et une durée de feu très importante. Peut-être que cette personne n'avait pas prévu assez de produits. Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire. Et puis après, il y a des circonstances particulières. Un bois, c'est humide. Un corps, ça brûle pas si facilement que ça. Il est possible aussi qu'il ait agi rapidement et qu'il n'ait pas pu revenir pour constater que le corps n'avait pas disparu, ou qu'il ait prévu de revenir mais qu'il n'ait pas pu le faire parce que le corps a été découvert entre-temps. Les enquêteurs en sont convaincus, le meurtrier est très probablement de la région, et il aurait agi dans la précipitation. Un premier scénario commence à se dessiner. C'est quelque chose qui n'a pas été préparé, a priori, et qui relève d'un très grand amateurisme. Ça amène sur une piste de quelque chose de totalement improvisé, de totalement un acte de panique. Si on parle d'amateurisme, c'est que très clairement, oui, pour nous, ça a été fait dans la précipitation. Un endroit connu des seuls habitants de la région, un crime a priori commis par un amateur. Les gendarmes orientent alors leurs recherches vers l'entourage de la victime. Il y a un gros dispositif, il y a une quinzaine de gendarmes à peu près qui sont mobilisés sur l'enquête. Ils se répartissent le travail en différents groupes. Un groupe sur la famille. On a une autre équipe qui va travailler sur le milieu professionnel, la banque. On a une autre équipe qui va travailler sur le village. Son mari, Jonathan, est évidemment interrogé. Il est dévasté et il a un solide alibi. Au moment où Alexia aurait disparu, ce samedi matin, le jeune homme a été vu sillonnant le village à la recherche de sa femme. Mais les enquêteurs n'écartent aucune piste et fouillent alors dans la vie d'Alexia. Ils veulent savoir si quelqu'un aurait eu des raisons de lui en vouloir. Est-ce qu'elle a eu un problème, un incident dans le restaurant de ses parents? Est-ce qu'elle s'est accrochée avec quelqu'un? Toutes les personnes Didier Faure, directeur du journal L'Est républicain de Haute-Saône. qui ont été en contact de près ou de loin avec Alexia Daval, que ce soit son milieu professionnel, que ce soit la famille, que ce soit le quartier, il y a énormément de gens qui vont être entendus. Elle a pu avoir une double vie à un autre moment, et puis quelqu'un qui revient. Et tout naturellement, les gendarmes vont regarder avec beaucoup d'attention le passé d'Alexia. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et ils vont éplucher toutes les anciennes relations de cette jeune femme dynamique. Est-ce qu'elle a eu des petits copains et puis est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'elle avait éventuellement un amant? Est-ce qu'elle a rencontré des gens qui lui en voulaient? Tout est passé au crible, au peigne fin. Les gendarmes ferment les pistes les unes après les autres et très vite ils se rendent à l'évidence, la solution ne se trouve pas dans le passé d'Alexia.
C'est une famille connue, respectée, sans histoire, sans problème, et qui n'a pas d'ennemis. Alors les enquêteurs se plongent dans les relevés téléphoniques de la victime. Et là, ils font une découverte intéressante. On a juste quelque chose qui sort très vite, très très tôt, c'est un harceleur téléphonique. C'est un voisin d'Alexia qui, depuis quelques mois, faisait une sorte de fixette sur elle. Un garçon inquiétant qui avait remarqué Alexia et qui manifestement avait un comportement assez intempestif avec elle. Il lui a envoyé des messages, c'est devenu problématique, elle l'a signalé, il recommençait depuis quelques semaines, il avait retrouvé son numéro de téléphone. Enfin, une piste sérieuse. Le voisin harceleur est aussitôt interrogé par les enquêteurs. Et les enquêteurs le placent très vite sur le grill. Le personnage en question n'a pas le profil de quelqu'un qui pourrait passer à l'acte. Immédiatement, cette piste-là a été abandonnée. Retour donc à la case départ. Aucune piste sérieuse dans l'entourage de la joggeuse. Les gendarmes décident alors d'élargir leurs recherches. Et leurs fichiers vont leur fournir un suspect au profil inquiétant. D'un type en camionnette blanche, mais harcelé les sportives, les joggeuses, les cyclistes. Il avait importuné 2 adolescentes à l'endroit presque exact où les chiens perdent la trace d'Alexia Daval. Un homme, là encore louche, chemise à carreaux, fourgon. Willy Graff, journaliste au journal L'Est républicain. Qui les avait invités de manière assez pressante à monter à bord du véhicule. Ça, c'est un témoignage qui a été pris très au sérieux par les enquêteurs. Il est activement recherché, bien évidemment qu'on liste toutes les camionnettes blanches qui sont dans le secteur. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de faits qui ont été relevés dans un espèce de triangle autour de Gray. Là, les faits ont lieu dans les bois, donc il n'y a pas de caméra. Benjamin Guérard, secrétaire général du syndicat national du personnel de la police scientifique. Mais par contre, alentour, ces bois sont accessibles par un nombre de routes fini, et ces routes sont par endroits couvertes par des caméras. Commence alors pour les enquêteurs un travail de fourmi. Ils examinent toutes les images de vidéosurveillance à la recherche du suspect. En vain, aucune camionnette blanche n'était sur la zone au moment de la disparition d'Alexia. Encore une piste qui ne donne rien. L'enquête semble dans l'impasse. Pire, les gendarmes ne savent toujours pas précisément comment Alexia a été tuée, ni même si elle a subi des violences sexuelles. Cela permettrait pourtant d'en savoir plus sur le profil du tueur et sur son mobile. Alors quand tombent les résultats de l'autopsie, beaucoup espèrent que cela permettra d'orienter les recherches d'une façon déterminante. Il y a une dépêche AFP qui est sortie expliquant qu'Alexia a été étranglée et qu'elle n'aurait pas été violée. Dès le lundi, la procureure de la République de Besançon, Edwige Roux-Morizot, convoque les médias. L'autopsie ne permet pas à ce jour d'établir avec certitude les causes de la mort de la jeune femme. Son décès est probablement lié à une asphyxie, sans que l'on connaisse encore le mécanisme de cette asphyxie. De la même manière, il n'est pas possible, comme il l'a été dit, hélas, d'affirmer qu'elle n'a pas été violée. L'enquête semble une nouvelle fois au point mort. Dix jours après le drame, les habitants de Gray-la-Ville se rassemblent pour un dernier hommage à Alexia. Une nouvelle fois, Jonathan et les parents de la jeune femme affrontent ensemble cette épreuve. Pour l'occasion, en souvenir de leurs jours heureux, Jonathan porte le costume du jour de leur mariage. Plus d'un mois après la découverte du corps d'Alexia, aucune des pistes explorées n'a abouti.
Certains commencent alors à redouter une enquête longue et incertaine. Mais tous ignorent que les gendarmes disposent en fait d'un témoignage déterminant. Un témoignage qui oriente l'enquête en direction d'un suspect jusque-là insoupçonnable, Jonathan Daval, le mari d'Alexia. Tout est parti d'un nouveau témoignage recueilli auprès de l'un des voisins du jeune couple. Il ne questionne plus les voisins uniquement sur ce qui s'est passé le matin du crime. Ils vont surtout s'intéresser aux témoignages des voisins la veille. Et c'est ça qui va leur mettre la puce à l'oreille. Car un des habitants du quartier livre une information qui intrigue les enquêteurs. Dans la nuit qui précède la disparition d'Alexia, il a été réveillé vers 1h30 par un bruit qu'il connaît bien, celui de la plaque d'égout lorsqu'une voiture passe dessus. Ça l'a réveillé, il a regardé par la fenêtre, il a vu, que c'était la voiture de son voisin, Jonathan Daval. Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire. Que c'était sa voiture de fonction, et il a regardé machinalement sa montre, et sur sa montre, il était 1h30 du matin. Là, il y a un grave problème. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est que depuis le début, Jonathan Daval n'a jamais dit qu'il avait pris sa voiture. Et pour les gendarmes de la section de recherche, ça veut dire nécessairement qu'il a menti ou qu'il leur a dissimulé quelque chose. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs analysent sa voiture et les informations livrées par le GPS du véhicule sont formelles. Il a bien bougé ce soir-là. Les gendarmes en sont maintenant convaincus. Jonathan Daval leur cache quelque chose. Mais ils n'ont pas de preuves. Alors patiemment, dans le plus grand secret, ils vont rassembler un par un tous les éléments afin de confondre celui qui est désormais le suspect numéro 1. Les gendarmes commencent véritablement à s'intéresser à la personnalité du mari. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Vient tout de suite dans l'esprit des enquêteurs, c'est que Jonathan Daval n'a pas du tout le profil de l'assassin ou du criminel. Il a une existence tout à fait lisse. C'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier même d'assez transparent. Il est de petite taille. Et puis plusieurs personnes diront quand il arrive, on l'entend même pas arriver. C'est-à-dire qu'il est qu'on le remarque quasiment pas. Depuis la disparition de sa femme, Jonathan apparaît dévasté par le chagrin. Il ne quitte plus ses beaux-parents, tous unis dans la même douleur. À chaque conférence de presse, Jonathan arrive effondré, accablé. C'est quelqu'un qui pleure énormément. Il va participer à la marche blanche. Il va dire un mot sur sa femme. Il va parler de la plénitude de leur couple, du sport qui les unissait. Et surtout, ce qui marque dans ses apparitions publiques, c'est qu'il est profondément encadré, même parfois même soutenu physiquement par la famille d'Alexia, qui est donc très très proche de lui. La communauté fait bloc autour de la famille. Tous veulent aider Jonathan dans cette épreuve. Mais durant cette période, les enquêteurs, eux, concentrent leurs efforts sur le mari éploré. Le jeune informaticien est discrètement placé sous surveillance. Alors, le téléphone du mari est mis sur écoute. Les gendarmes épient les moindres faits et gestes de Jonathan Daval en espérant peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va leur mettre la puce à l'oreille et que son attitude va changer et peut-être même qu'il va commettre une faute qui pourrait leur apporter une piste. Mais les espoirs des enquêteurs sont vite déçus. Au téléphone, le personnage est encore plus lisse que sur papier, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui laisse penser qu'il ait pu être impliqué dans la mort ou le meurtre de son épouse. Et les gendarmes ne renoncent pas. Ils sont convaincus de tenir la bonne piste. En janvier 2018, leur obstination finit par payer.
Les experts de la police scientifique ont fait parler la scène de crime. Et là, stupeur. Les empreintes de pneus retrouvées sur le petit chemin forestier où a été découvert le corps d'Alexia correspondent à celles du véhicule de Jonathan. Ça veut dire que le véhicule de Jonathan Daval se trouvait précisément à côté du cadavre d'Alexia. Et pour les enquêteurs et pour le magistrat chargé de cette affaire, c'est évidemment une preuve massue qui accable le mari. Cette fois, Jonathan Daval va devoir s'expliquer. Lundi 29 janvier, 3 mois après la mort d'Alexia, il est placé en garde à vue. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Peut-être de nouveau dans l'affaire de l'assassinat de cette joggeuse de 29 ans, Alexia, au mois d'octobre en Haute-Saône. Ce matin, son mari a été interpellé par les gendarmes chez lui à Gray. Le retentissement est considérable. Jonathan, le mari de la victime, celui qui est apparu éploré devant toutes les caméras, qui a participé à toutes les recherches, devient officiellement le suspect numéro 1 de l'affaire. L'information est si forte que beaucoup refusent d'y croire. Et là, il faut se rendre compte, d'une certaine manière, que on est en train d'accuser l'homme qui est sans doute le plus insoupçonnable depuis le début de l'affaire. Et même les parents d'Alexia ont du mal à croire à cette version. Il est même soutenu, c'est assez surprenant, le lendemain matin, le mardi matin, par Maître Florent, l'avocat des parents d'Alexia, qui dit « Mes clients gardent toute leur confiance à Jonathan ». Les enquêteurs, de leur côté, sont certains d'avoir face à eux le meurtrier d'Alexia. Mais ce qu'ils veulent, ce sont des aveux. Dans les bureaux de la gendarmerie, la garde à vue peut commencer. Il y a une première audition, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, où on laisse Jonathan Daval s'exprimer de manière, j'allais dire, tout à fait normale. Dès le départ, il nie, il continue à nier, il est là encore dans son rôle. Non, ça n'est pas moi. Et puis, à un moment donné, dans cette garde à vue, il va y avoir tout d'un coup un changement de ton. Après quelques heures, les enquêteurs abattent leur première carte. Ils lui disent qu'ils savent que sa voiture s'est déplacée à 1h30 du matin et que des traces de ses pneus ont été retrouvées sur la scène du crime. On va lui dire, vous nous avez menti, vous êtes ressorti de chez vous, voilà la preuve, le témoignage du voisin. Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire. Et si ça ne suffisait pas, voilà la preuve, le tracker qui se trouvait dans votre voiture de service a bipé, donc votre voiture s'est déplacée. Qu'est-ce que vous avez à répondre alors que votre voisin dit que votre voiture a bougé à 1h30 ? Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Rien. Il ajoute rien de plus. En tout cas, il ne s'explique pas un certain nombre d'éléments que lui donnent les enquêteurs. Jonathan Daval accuse le coup, mais il maintient qu'il n'a pas tué sa femme. Les gendarmes décident alors de suspendre l'interrogatoire pour la nuit. Et dès le lendemain, les enquêteurs jouent leur deuxième atout, un morceau de tissu, le bout de drap retrouvé à côté du corps d'Alexia. Ils viennent de le montrer à la maman de la jeune femme, et celle-ci est formelle, le morceau provient bien d'un drap appartenant au couple. Jonathan Daval est coincé. Au vu des éléments que lui ont apportés progressivement les gendarmes de la section de recherche. Ça commence à faire vraiment beaucoup de choses, c'est difficile pour lui de tenir. Là, face à ces nouvelles preuves, Jonathan craque. Oui, c'est bien lui qui aurait tué sa femme, Alexia. Les aveux ont été assez courts. Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval. Il y avait une tension émotionnelle très importante dans le bureau des enquêteurs, qu'on a tous ressenti.
D'un seul coup, après avoir mystifié tout le monde pendant des semaines et des mois, la France entière. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. Ce petit bonhomme craque en fait et devant les enquêteurs avoue qu'il a tué sa femme. Jonathan raconte en détail ce qui se serait passé la nuit du drame. Il explique que depuis quelque temps, les relations entre sa femme et lui se dégradaient profondément. Le couple se disputait de plus en plus souvent et de plus en plus fort. La raison, leur incapacité à fonder une famille. Il y avait beaucoup de tensions dans le couple, car Alexia et lui voulaient un enfant, mais ça ne marchait pas, et du coup, Alexia avait du ressentiment vis-à-vis de son mari, en l'accusant d'une certaine manière d'être responsable du fait qu'il n'ait pas d'enfant. Malgré plusieurs tentatives, Alexia ne parvient pas à tomber enceinte. Et ces dernières semaines, après un nouvel échec, la situation n'aurait fait qu'empirer. Jonathan raconte que les disputes sont alors permanentes, à la maison, mais aussi par texto. Il montre même aux enquêteurs des messages très virulents dans lesquels Alexia lui reproche d'être à l'origine de tous leurs problèmes. Des deux côtés, les insultes fusent. Nous sommes alors à la veille du drame. Le soir, ils font un dîner, une raclette en fait chez les beaux-parents et le couple rentre à son domicile. Et là, éclate, j'allais dire, une nouvelle dispute sur le fait de ne pas avoir d'enfant. La tension monte, on passe rapidement aux insultes. Il y a une altercation dont il nie totalement être à l'origine. Le couple se bouscule, le couple en vient aux mains. Et puis, il y a sans doute, peut-être, en tout cas c'est ce que Jonathan Daval dit, le mot de trop qui lui fait perdre le contrôle. Et cette bagarre et ce conflit entre les deux époux est assez violent puisque sur, malheureusement, le cadavre d'Alexia, on trouvera de nombreuses traces de coups. On trouvera même des ongles qui ont été retournés. Ça veut dire qu'elle s'est véritablement débattue. Et à ce moment-là, il étrangle sa femme à son domicile et il tue Alexia. Si effectivement Jonathan Daval a bien tué Alexia, Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval. Nous contestons le fait que ce soit ou un meurtrier ou un assassin, et nous contestons l'intention de donner la mort. Le jeune homme explique alors qu'au moment où il réalise la portée de son geste, il est pris d'un mouvement de panique, et qu'au lieu d'appeler les secours, il aurait pris la décision de dissimuler son acte. Si après avoir tué sa femme, il avait appelé les gendarmes ou il avait appelé ses beaux-parents et qu'il leur avait dit « Voilà, j'ai fait ça, je suis anéanti, venez vite », cette affaire n'aurait pas existé, excepté dans la presse locale. Mais là, tout bascule. Pour les enquêteurs, c'est à ce moment précis que Jonathan n'a désormais plus qu'une idée en tête, se débarrasser du corps. Il va construire un scénario pour se dédouaner. Et comment il va faire? Eh bien, tout simplement, il va, dans un premier temps, regarder le corps de sa femme, qui porte un t-shirt et un short, et puis il va lui mettre des baskets pour faire croire qu'elle est partie faire son jogging. Il est alors 1h30 du matin. D'après les enquêteurs, le jeune homme serait ensuite monté dans sa fourgonnette garée devant chez lui et l'aurait rentré dans le garage. Puis, à l'abri des regards, il aurait recouvert Alexia d'un drap et l'aurait déposé dans le coffre. Ensuite, il dira qu'il roule à destination d'une forêt où il laissera le corps de son épouse qu'il va recouvrir de branchages. Le corps est déposé les mains dans les poches, allongé, et puis ensuite, il va repartir. En rentrant au petit matin, Jonathan parcourt le village comme s'il était à la recherche de sa femme. Pour les enquêteurs, c'est clair, il tente de se construire un alibi. Le matin même de la disparition de sa femme, Jonathan Daval va utiliser non pas son portable, mais le portable d'Alexia. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Pour faire croire aux parents d'Alexia que la joggeuse a envoyé un texto en disant « après le jogging, je passe vous voir ». Et ça, c'est assez machiavélique quand même.
qui fait froid dans le dos dans cette histoire, c'est que après avoir abandonné le corps de son épouse, là où on l'a retrouvé. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Jonathan Daval a eu assez de cran, assez de sang-froid pour se rendre dans sa belle famille et pour déclarer la disparition inquiétante de sa femme. Il va aller chez son beau-père. Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire. Au bar, son beau-père qu'il adore et qui s'entend très très bien. Et là, il va commencer à lui dire, tiens, c'est bizarre, Alexia n'est pas rentrée. Et là, l'inquiétude va s'installer. Fin de la garde à vue. Jonathan est mis en examen pour meurtre sur conjoint. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les habitants de Grès-la-Ville, qui pendant 3 mois avaient fait bloc autour de Jonathan Daval, sont aujourd'hui stupéfaits. Certains se disent trahis après les aveux du mari d'Alexia Daval. Il a menti à tout le monde, d'abord aux parents d'Alexia, et il a menti à toute la ville. Il a menti à Grès-la-Ville. C'est impensable. Il n'a pas pu faire ça à ses beaux-parents. Il nous a vachement trompés, quoi. Ça, c'est inadmissible. Les gens sont totalement sidérés par la duplicité du personnage. Dans la petite ville, tout le monde avait soutenu Jonathan, à commencer par la famille d'Alexia. Pour la tante de la jeune femme, le choc est rude. Vous savez, depuis 3 mois, on s'en fait des nœuds dans la tête. Hein. Et on imaginait tout, mais pas ça, pas ce scénario-là. Quand on allait chez mon beau-frère, ils étaient là, tout se passait bien, jamais un mot plus haut, jamais rien. Et ma nièce n'était pas coléreuse, ne piquait pas de crise. C'était une fille très gentille, très souriante. Donc c'est pour ça. Et puis là, dire c'est un accident, ça me met hors de moi. De son côté, l'avocat martèle son scénario, le plus favorable à son client. Celui d'un mari perdu, une dispute qui tourne mal, un crime involontaire. Oui, il l'a étranglé dans un moment, dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est comme ça que le droit appelle ça. Et qu'après, il a été dépassé partout. Nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse. Il est dévasté. Une thèse qui révolte aujourd'hui la famille d'Alexia. D'autant que les gendarmes cherchent toujours à éclaircir une zone d'ombre qui pourrait tout changer. Qui a tenté de brûler le corps d'Alexia ? Jonathan Daval est catégorique, ça n'est pas lui qui a tenté de mettre le feu au cadavre de son épouse. C'est un point essentiel auquel il tient énormément. Pendant plus d'1 an, les enquêteurs maintiennent la pression. Mais à chaque interrogatoire, il continue de nier. Ça n'est pas lui qui a brûlé le corps de sa femme. Les gendarmes explorent toutes les pistes, mais d'après eux, il n'y a pourtant pas d'autre explication. Jonathan Daval se retranche dans le silence et les parents d'Alexia vivent un enfer. Mais le 17 juin 2019, tout bascule. Le juge organise une reconstitution de la nuit du meurtre. La famille de la victime est présente. Une fois encore, la mère d'Alexia supplie Jonathan de tout dire. Il a fallu lui arracher la vérité. Nous, on a commencé à lui parler, et on lui a posé plein de questions, on l'a imploré qu'il nous donne la vérité, qu'il se lâche pour nous, pour Alexia, par respect pour Alexia. S'il l'a aimé, s'il nous a aimés, c'était la moindre des choses qu'il dise la vérité. Et Jonathan Daval avoue, enfin, oui, c'est bien lui, et lui seul, qui a tué sa femme après une violente dispute et qui a tenté de brûler son corps. Il lui aurait asséné, dit-il, entre 5 et 10 coups de poing au niveau du visage. Étienne Manteau, procureur de la République de Besançon. Et ensuite, il a remimé le geste qu'il aurait accompli ce soir-là en l'étranglant pendant environ 4 minutes de façon continue.
Un soulagement pour les proches d'Alexia, même si la douleur est toujours présente. Nous voulions la vérité, nous l'avons eue. C'est tout ce qui compte. Isabelle Fouillot, mère d'Alexia Daval. C'était très long, c'était pas facile, mais on y est parvenu. Donc voilà, Alexia, elle va peut-être pouvoir reposer un peu en paix maintenant. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.